Avant de développer les deux solutions qui pourraient permettre de sortir de la crise, posons-nous la question de savoir s'il y a véritablement un risque déflationniste. Autrement dit, quelle face de la pièce, inflation ou déflation, va l'emporter? Ou la pièce va-t-elle simplement rester sur sa tranche, comme l'épisode de stagflation japonais des années 90? Dans le cas d'un scénario déflationniste, quelles seraient les étapes de cette spirale infernale? Dans ce contexte, peut-on raisonnablement envisager une nationalisation ciblée de certaines entreprises? Nous étudierons la stratégie française en la matière depuis 10 ans. Quelle est la stratégie de la Banque centrale européenne en matière de gestion de cette crise? Quels sont ses moyens d'action et ses réponses envisageables au niveau des États de la zone euro? Enfin, nous en viendrons aux deux solutions proposées, la solution 1, le 100% monnaie, et la seconde, la monnaie intermédiaire d'échange. La déflation, ou plus simplement dit, la contraction de la masse de monnaie en circulation. Étudions le schéma de la spirale déflationniste. Tout commence par un endettement massif des États, des entreprises privées et des ménages. Voici le graphe de l'évolution de la dette publique française en points de PIB de 1996 à 2019. En 1996, celle-ci s'établissait à environ 57%. En 2019, nous en sommes à 100 points de PIB pour un montant total de la dette de 2358,9 milliards d'euros. Après un surendettement de l'État, analysons la situation des différents agents non financiers. En particulier la situation des ménages, courbe bleue, et la situation des entreprises privées, courbe noire. Là encore, on peut remarquer une augmentation significative en pourcentage de PIB de l'endettement des entreprises qui passe de 73% en 2008 du PIB à environ 89% du PIB en 2018. L'endettement des ménages n'échappe pas à la règle. Il passe de 47% du PIB en 2008 à 59% du PIB en 2018. La baisse des taux d'intérêt a favorisé cet endettement massif. C'est un fait, que ce soit pour l'État, pour les entreprises privées ou pour les ménages, l'endettement a progressé de manière très sensible depuis 10 ans. La crise du coronavirus a causé une baisse d'un tiers de l'activité économique en France, d'après l'INSEE. Comme vous pouvez le constater sur le graphe, en date du 21 avril 2020, ce sont plus de 9,6 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Certes, ce dispositif est provisoire. Une grande partie des salariés retrouveront leur emploi après le confinement, mais après cette baisse, ou absence d'activité pendant quasiment 2 mois. Malgré le report ou les exonérations éventuelles de charges, combien de PME vont mettre la clé sous la porte? La baisse ou l'absence de chiffre d'affaires peut conduire des PME à la faillite, entraînant une vague de licenciements importante. Un autre effet néfaste de cette crise est l'anticipation des marchés boursiers sur la baisse de l'activité économique mondiale. De peur du scénario déflationniste ou de baisse du marché des actions, les financiers se séparent de leurs actifs en optant pour une position très liquide, majoritairement en cash, pour saisir toute opportunité future du rachat d'actifs bradés après la crise sanitaire. Regardons l'évolution du CAC 40 depuis les années 2000. La bulle Internet a conduit à une chute du marché de 65%. La crise financière mondiale de 2007-2009 a conduit à une chute, elle, de 59%. La crise sanitaire du coronavirus a causé, il est vrai en un temps très bref, 37% de baisse du CAC 40. Pourtant, l'ampleur et la gravité de la crise actuelle, même si elle n'est pas bancaire pour l'instant, est sans commune mesure avec celle de 2007-2008, ce qui laisse à penser que la chute des marchés boursiers est loin d'être finie malgré des rebonds éventuels possibles. Analysons l'indice du climat des affaires.
L'indice du climat des affaires est un indicateur d'optimisme ou de pessimisme des acteurs du monde des affaires. Il y a une corrélation flagrante entre cet indice et l'évolution de la production industrielle. Je m'explique. Si l'indice du climat des affaires est favorable et qu'il augmente, c'est un très bon indicateur de l'augmentation de la production industrielle à venir. Inversement, un indice du climat des affaires baissier laisse à présager une diminution de la production industrielle. On remarque depuis 2018 une baisse de cet indice qui revient à sa moyenne base 100. Ce n'est pas la crise sanitaire qui va redonner le moral aux chefs d'entreprise. On peut donc envisager un pessimisme accru et par voie de conséquence une production industrielle en nette baisse. La surproduction des entreprises va se solder par une baisse des profits. Outre la baisse en capitalisation boursière pour les grandes entreprises cotées, cette surproduction pour les PME s'accompagnera d'une guerre des prix et pour certaines de faillite. Voici le point central de la déflation, la contraction de la masse de monnaie en circulation dans le circuit économique. L'évaporation de la valeur de certains actifs détenus en bourse, conjuguée à la vente massive d'actions et de titres, engendre une pénurie de monnaie. Ce phénomène s'amplifie avec une thésaurisation accrue qui gèle la circulation de la monnaie dans les échanges commerciaux. Tout le monde veut détenir de la monnaie au détriment de tout autre actif. Pour préserver leurs réserves obligatoires, les banques sont plus réticentes à octroyer des prêts aux ménages et aux entreprises. Pour écouler leurs produits en surproduction par rapport à la demande des consommateurs, les prix baissent, les prix diminuent. D'autre part, comme la masse monétaire décroît, la valeur de la monnaie, elle, au contraire, augmente. Enfin, cerise sur le gâteau, le poids de la dette, du fait de la contraction monétaire, devient plus important. Étudions le lien entre dette et inflation. Plaçons-nous dans une situation initiale avant inflation, avec une masse monétaire existante de 100 € et une dette de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est de 10 sur 100, c'est-à-dire 10%. Étudions la situation après inflation, avec une masse monétaire qui double, qui passe de 100 à 200 €, avec une dette constante de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est de 10 sur 200, c'est-à-dire 5%. Conclusion, le poids de la dette diminue dans le cas inflationniste. Étudions le cas maintenant du lien entre la dette et la déflation. Reprenons notre situation initiale, avant déflation, avec une masse monétaire existante de 100 € et une dette de 10 €. Regardons maintenant la situation après déflation et du passage de la masse monétaire de 100 € à 50 €, toujours avec une dette de 10 €. La proportion de dette par rapport à la monnaie existante est égale à 10 sur 50, c'est-à-dire 20%. Conclusion, le poids de la dette augmente dans le cas d'une déflation. Les étapes de la spirale déflationniste. Les étapes de ce concerto de l'effondrement. Les crises historiques d'une extrême gravité de 1837, 1873 et la crise de 29 ont permis de tirer des enseignements quant au processus de déstabilisation du système capitaliste. Voici l'évolution de l'indice S&P 500 américain depuis 1814. Ce graphe nous montre que l'histoire économique est jalonnée de booms et de dépressions. 5 crises majeures à ce jour. La panique de 1837, la longue dépression de 1873-1879, la crise de 1929, la crise pétrolière des années 70 et la crise financière de 2008 à 2011.
Commençons par l'instrument endettement, l'ouverture du concerto. Comme toute bonne crise qui se respecte, tout commence par un surendettement astronomique des États, des entreprises privées et des ménages. La dette de l'État devient insupportable. Creusement des déficits dus aux dépenses du gouvernement relatives à la grave crise sanitaire du coronavirus, moins de recettes pour l'État du fait de la mise au ralenti ou à l'arrêt de pans entiers de l'économie. Le creusement des déficits publics risque de générer une crise de confiance des marchés qui spéculeront sur le taux de rendement des obligations d'État en demandant un intérêt élevé de prime de risque d'achat de la dette. Le cas de la Grèce est resté dans toutes les mémoires en 2008-2013. Premier duo instrumental, la vente des actifs et la chute des marchés boursiers. La crainte de défaut d'un État entraîne la vente en panique d'actifs de toutes sortes. Ces actifs, vendus à la va-vite, conduisent à une chute de la valeur de ces mêmes actifs, et donc à une réduction de la quantité de monnaie disponible en circulation. L'élément central de la déflation, la raréfaction de la quantité de monnaie disponible en circulation. Comme la monnaie se fait de plus en plus rare du fait de la baisse de la valeur des actifs, les prix chutent ainsi que la vélocité de la monnaie. La vélocité, c'est le passage de l'argent de main en main pour schématiser. La valeur de la monnaie part à la hausse et le cycle déflationniste peut s'enclencher. Dans ce scénario, le poids de la dette est de plus en plus dur à supporter pour l'État, pour les ménages et pour les entreprises privées. Il faut à tout prix se désendetter, ne pas avoir d'actifs, rester liquide en monnaie sonnante et trébuchante. Venons-en au duo instrumental, la baisse de la valeur des entreprises et la baisse de production. La baisse de la valeur des entreprises cumulée à la baisse de production conduisent, par effet domino, à un chômage de masse. De plus, les gens ne font plus circuler leur argent. Il s'ensuit un phénomène de thésaurisation qui aggrave encore ce cycle infernal. Au fur et à mesure de la constitution de ce cycle de dépression, des crises politiques, suivies de crises sociales, pourraient conduire à des régimes politiques dictatoriaux à travers le monde. Voici le schéma de la spirale déflationniste. Commençons par les entreprises en surproduction. Celles-ci sont en concurrence les unes avec les autres. Il en résulte une guerre des prix pour écouler leurs produits. Cette guerre des prix nourrit la déflation. Il s'ensuit une chute des profits. Certaines entreprises feront faillite avec de nombreux défauts de paiement. Les marchés financiers, par anticipation de la crise économique, baissent. La faillite de nombreuses entreprises conduit à l'accumulation par les banques de créances non remboursées. Les banques ferment donc le robinet des prêts accordés aux entreprises. Dans le même temps, la baisse des richesses entraîne une hausse du chômage, une baisse des revenus et de la demande, ce qui entretient la déflation. Enfin, le poids de la dette augmente. La déflation s'amplifie et s'auto-alimente. La nationalisation des entreprises en difficulté. Le ministre de l'économie martèle qu'il est prêt à tout pour sauver les entreprises françaises, y compris par des opérations de prise de participation et même de nationalisation si nécessaire. Au sens de la loi du 11 février 1982, une nationalisation désigne une prise de contrôle direct d'une société par l'État, autrement dit lorsque ce dernier détient plus de la moitié du capital. L'État devient alors l'actionnaire de référence de l'entreprise, voire le seul actionnaire. Regardons les principales participations de l'État. L'État détient environ 10% d'Airbus, d'Orange, de Renault, d'Air France KLM, de Safran.
un peu plus de 20% de Thales et d'Eramet, 50% d'Orano et d'Aéroports de Paris, et la totalité de la BPI, d'Areva, de France Télévisions, de la RATP, de la SNCF, environ 80% d'EDF et 70% de la Poste et de la Française des Jeux. Ce qui nous intéresse, c'est la branche énergie du groupe Alstom, qui a été racheté par l'américain General Electric. Certes, Alstom n'est pas une entreprise dont l'État est actionnaire. L'État n'est pas actionnaire d'Alstom, mais regardons de plus près ce qui s'est passé. Avant 2014, Alstom Energy, c'est 70% des activités du groupe. C'est une partie énergie nucléaire avec des centrales équipées de la turbine Arabelle, et puis une partie énergie renouvelable avec des compétences de pointe dans l'hydraulique et l'éolien offshore. Voici une centrale nucléaire avec un bâtiment réacteur, une salle des machines avec une turbine et un circuit de refroidissement. Alors le bâtiment réacteur est construit par Areva, c'est Alstom qui construit la turbine, qui fabrique la turbine du circuit secondaire, et puis le circuit de refroidissement est aussi français. Voyons la stratégie américaine de rachat ou d'affaiblissement des fleurons de l'industrie française ou européenne. Le FCPA, le Foreign Corrupt Practice Act, est un ensemble de lois américaines en matière d'extraterritorialité du droit américain. Si une entreprise a une filiale importante et qui réalise des activités aux États-Unis, elle doit obéir au droit américain. En particulier, l'utilisation du dollar ou d'un système de communication dont les serveurs sont américains, ou des outils dont un certain nombre de composants sont américains, comme un smartphone par exemple, permet de tomber sous le coup de la loi américaine. Alors le FCPA saisit le département de justice qui fixe de vastes enquêtes de corruption ou de rupture d'embargo pour poursuivre de grandes entreprises et infliger ainsi de lourdes amendes. Alcatel a payé 137 millions de dollars au département de justice, Peugeot 5 milliards d'euros, Total 400 millions de dollars, Technip, la société pétrolière, 301 millions de dollars, Vetco Gray, 26 millions de dollars, BNP Paribas, 10 milliards de dollars. Et enfin, Alstom, 772 millions de dollars. Revenons à notre centrale nucléaire. Le bâtiment réacteur est toujours construit par Areva. L'aéroréfrigérant est toujours français. Ce qui change, c'est que la salle des machines et la turbine appartiennent à General Electric, une société américaine. Cela pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la baisse des parts de marché et l'exportation des centrales nucléaires françaises clés en main, avec turbines aux mains d'une entreprise américaine. Quelles garanties auront des pays acheteurs comme la Chine ou la Russie que les Américains accepteront de les approvisionner en pièces de rechange et accepteront aussi d'étudier des projets de modernisation des turbines pour augmenter la durée de vie de celles-ci. Deuxième problème, cela pose le problème de la dépendance énergétique de la France. Les centrales nucléaires produisent 75% de l'énergie nationale. En perdant le savoir-faire français en matière de turbines électriques, nous perdons un élément d'indépendance énergétique indéniable. Y a-t-il d'autres fleurons français ou européens ciblés par cette stratégie américaine? Oui, nous avons le groupe Areva, Airbus, Sanofi et la banque Société Générale. Voyons le cas de la privatisation de la Française des Jeux. Fin 2019, avec son introduction en bourse, l'État est passé de 72% du capital à quelques 20%. Pour ADP, Aéroports de Paris, un projet qui ne s'est pas fait de privatisation, en vendant en 2019 sa participation, l'État actionnaire n'aurait pas fait une bonne affaire. En effet, le fruit de la vente aurait rapporté 3% de rémunération par an.
Or, ADP assure à l'État en dividende toujours en 2019 une rentabilité proche de 10%. Comment expliquer la volte-face de l'État qui voudrait faire face à l'ampleur de la crise économique et sanitaire? L'État privatise les entreprises qui lui rapportent de l'argent et nationalise celles qui en perdent. De plus, l'État cède des fleurons industriels à des puissances étrangères au détriment de son indépendance énergétique. Vraiment, on marche sur la tête. Mais avec quel argent l'État compte-t-il financer ces opérations? Par le creusement des déficits publics? Par une aide financière de la BCE? Il est vrai que par les QE, quantitative easing, la monnaie injectée contre la récupération de titres obligataires d'État rend les banques commerciales beaucoup plus liquides. Il se pourrait, comme elles n'y sont pas forcées, que les banques commerciales utilisent ces liquidités pour renflouer leurs réserves obligatoires ou racheter à prix cassé des actions d'entreprises privées, beaucoup plus rentables, plutôt que de prêter aux entreprises en difficulté. Avant de se poser la question de savoir si la Banque centrale peut sauver le système, posons-nous la question de savoir s'il est possible de rembourser la dette publique. Nous ne pouvons pas rembourser la dette de l'État. Rembourser cette dette reviendrait à détruire, rien que pour la dette française, environ 2300 milliards d'euros en 2019. C'est-à-dire, cela reviendrait à enlever 2300 milliards d'euros à la masse monétaire existante. La contraction de la masse de monnaie conduirait inéluctablement à une déflation sévère. Résumons tout ça sur un schéma. Voici dans l'ovale bleu la monnaie existante avant le remboursement de la dette. Le cercle rouge représente la dette. Après remboursement, une partie est utilisée pour neutraliser la dette, le cercle bleu. Il ne reste plus en monnaie restante après remboursement que la zone bleue. Il y a bien donc une contraction de la masse de monnaie qui conduit donc à une déflation. L'idée que l'État rachète une partie de la dette par de la monnaie existante est dangereuse, dans le sens où elle conduit à une contraction des moyens de paiement en circulation, donc à une déflation, avec toutes les conséquences que cela représente. Le plan de secours de 500 milliards d'euros pour redresser les économies des pays membres de l'Union européenne du 10 avril 2020. Étudions le premier étage de la fusée de l'aide européenne, le MES, de 240 milliards d'euros. Le MES est le mécanisme européen de stabilité, une institution financière luxembourgeoise créée en 2012 qui a pour vocation à accorder des prêts aux États de l'Union européenne. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne à hauteur de 27%, la France à hauteur de 20%, l'Italie à hauteur de 18% et l'Espagne à hauteur de 12%. Le MES dispose, en plus des 620 milliards de capital exigible des États, de 80 milliards d'euros de fonds propres. Le montant total du pare-feu européen atteint donc 700 milliards d'euros. Ce fonds a été alimenté par les États membres en fonction de leur richesse de 2012 à 2014. L'Allemagne y a contribué par exemple à 27% et la France à 20,2% comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela correspond à une somme de 143 milliards d'euros rien que pour la France. Alors je vous pose la question suivante. Est-il normal que les États européens empruntent l'argent qu'ils ont placé dans le fonds européen? Imaginez que vous placiez votre argent en cas de coup dur à la banque. Le coup dur arrive, et là le banquier vous dit qu'il faut emprunter l'argent que vous avez déposé à la banque. On marche sur la tête. De plus, il y a des clauses de conditionnalité de l'obtention de ce MES. Les États emprunteurs doivent remédier au déficit public en appliquant des réformes budgétaires sous peine de sanctions. L'Italie a obtenu l'accès aux lignes de crédit du MES sans devoir en contrepartie s'engager sur des réformes malgré le bras de fer avec les Pays-Bas. Voyons le deuxième étage de la fusée, les prêts de la BEI,
de 200 milliards d'euros. La BEI, c'est la Banque européenne d'investissement. Elle accorde déjà plus de 100 milliards d'euros de prêts aux PME. Le capital de la BEI est financé par la France à hauteur de 47 milliards d'euros, comme l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne y contribue à hauteur de 28 milliards d'euros, les Pays-Bas et la Belgique à hauteur de 13 milliards d'euros environ. Là encore, comme pour l'EMS, il ne s'agit pas de dons, il s'agit de prêts. Mais quelle sera la durée de ces prêts et à quel taux? Voyons maintenant le troisième étage de la fusée, l'aide de la Commission européenne de 100 milliards d'euros. La Commission européenne débloquerait 100 milliards d'euros pour financer les mesures de chômage partiel prises par les États européens. Là encore, nous n'avons aucune information sur la répartition de ces aides ou prêts au sein des États européens. Parlons maintenant des Corona Bonds. Pour l'instant, il n'y a aucun accord trouvé sur la mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne. Ce qui traduit la fracture, le manque de solidarité des pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et le Luxembourg, qui ne veulent pas payer pour les États du Sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France. Que se passe-t-il entre la Banque centrale européenne et les banques commerciales? La Banque centrale européenne injecte des liquidités en échange de vente d'obligations d'État par les banques commerciales. La Banque centrale européenne espère que l'échange d'injections de liquidités, créé in ex nihilo contre l'achat d'obligations d'État, incitera les banques commerciales à prêter aux ménages et aux entreprises ou à acheter de nouvelles obligations d'État. Mais il pourrait y avoir une fuite de liquidités de la part des banques commerciales au lieu d'alimenter l'économie réelle, pour renflouer ses fonds propres. La chute des marchés boursiers a amputé la valeur des actifs détenus par ces banques, qui voient leur bilan se dégrader. Il pourrait y avoir aussi une fuite de liquidités pour acheter de nouveaux actifs financiers. Rien ne dit que les banques commerciales achèteront de nouvelles obligations d'État. Elles pourraient décider d'acquérir des actifs plus lucratifs à court terme, comme des actions à prix cassé après une correction des marchés boursiers, par exemple. L'injection de liquidités de la Banque centrale européenne contre la vente d'obligations d'État s'appelle un quantitative easing, QE. Le QE initial de 1100 milliards d'euros, lancé en 2015 et effectif à partir de juin 2016, a été suivi d'une augmentation de ce QE de 1600 milliards d'euros jusqu'en fin 2018. On y ajoute encore 2000 milliards d'euros d'opérations ciblées de refinancement à long terme 2 à 3 ans sur 9 mois, puis enfin le QE2 de 1050 milliards d'euros pour 2020. On obtient ici un total de 5750 milliards d'euros de QE. Dans le même temps, les dépôts des banques commerciales à la BCE sont passés de 300 milliards d'euros début 2011 à près de 2000 milliards d'euros fin 2017. C'est la preuve que les banques commerciales ont peur du risque d'illiquidité et d'insolvabilité. Elles veulent renforcer leur ratio, leurs réserves obligatoires, pour faire face à une crise de liquidité d'au moins 30 jours. Conséquences des quantitative easing par la BCE. La première conséquence est une baisse des taux d'intérêt à long terme. L'achat massif d'obligations d'État sur le marché secondaire par la Banque centrale européenne fait baisser le taux des titres obligataires. Par voie de conséquence, les nouvelles émissions d'obligations d'État deviennent moins intéressantes que celles déjà en circulation. Deuxième conséquence, la dépréciation de l'euro. L'augmentation de la masse monétaire dilue la valeur de l'euro par rapport aux autres monnaies. Troisième effet, l'augmentation du coût des importations. La dépréciation de l'euro sur le marché des changes provoque un renchérissement du coût des produits et des services importés. Si ces importations ont un poids important dans l'économie du pays, il en résulte une perte de pouvoir d'achat des ménages qui risque de se traduire par une baisse de la consommation interne. Si ce cercle vicieux se met en place, la politique d'assouplissement quantitative, loin de stimuler la demande et la production nationale, renforce les effets négatifs de la déflation.
Une autre conséquence de la dévaluation monétaire, c'est la compétitivité accrue à l'exportation. La dépréciation de l'euro sur le marché d'échange favorise la vente de produits et de services à l'exportation. En effet, la dévaluation de l'euro va permettre de relancer les exportations via la baisse du prix des produits des pays de la zone euro pour des acheteurs potentiels étrangers. Regardons le solde de la balance commerciale de certains pays de l'Union européenne en 2018. Regardons les excédents. L'Allemagne, 232,3 milliards d'euros. Les Pays-Bas, 67,1. L'Irlande, 48,2 milliards d'euros. L'Italie, 38,9 milliards d'euros. Suivi de la République tchèque, de la Belgique, du Danemark, de la Hongrie, de la Slovénie et de la Slovaquie. Tous ces pays exportent plus qu'ils n'importent. Une baisse de l'euro sur le marché d'échange favorise donc les pays de la zone euro ayant une balance commerciale excédentaire, en particulier l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie, la République tchèque et la Belgique entre autres. Pour comprendre le problème d'illiquidité des banques, il faut comprendre le marché interbancaire. Supposons qu'une partie des dépôts bancaires de la banque 2 migre à la banque 1, par virement par exemple, et qu'une plus grande partie des dépôts de la banque 1 migre à la banque 2. À la fin de la journée, la banque 1 enregistre un déficit de ses dépôts. Par manque de liquidité de ses actifs, elle demande un prêt à la banque 2. En échange, la banque 1 dépose en garantie des govies. Les govies sont des obligations d'État très peu risquées. Quand le prêt bancaire est remboursé, la banque 2 restitue les govies gagées. Mais si la banque 1 fait défaut sur le prêt de liquidité accordé par la banque 2, alors celle-ci garde les govies. Plaçons-nous dans le cas de 3 acteurs, 2 banques commerciales et la Banque centrale européenne. La banque 1 possède des titres obligataires de bonne qualité, très peu risqués, les govies. Par le quantitative easing, la BCE rachète ses obligations d'État en échange de liquidités. Pour des besoins de liquidité en cas de bank run, la loi exige un ratio de liquidité figé qu'on ne peut pas gager. La banque 1 possède des titres obligataires de moins bonne qualité après la vente des govies. Comme les titres obligataires sont de moins bonne qualité, la banque 2 peut refuser de prêter des liquidités à la banque 1. Par voie de conséquence, par un nouveau quantitative easing, les obligations d'État sont achetées par la BCE en échange de fourniture de liquidités. Quels sont les risques de cette stratégie? La BCE pourrait refuser d'accorder des liquidités contre des obligations douteuses, de moins bonne qualité. La banque 1 se retrouverait en situation d'illiquidité et pourrait faire faillite. Le deuxième risque envisageable, c'est qu'en cas de faillite, la banque 1 ne puisse plus rembourser les prêts de liquidité à la banque 2. La banque 2 garderait les titres obligataires de moins bonne qualité qui constitueraient pour elle une perte sèche, et elle pourrait se trouver à son tour en situation d'illiquidité et d'insolvabilité par effet domino. Conclusion, le risque de prêt à long terme aux entreprises est beaucoup plus risqué et moins lucratif que les opérations sur les marchés. En effet, en cas de défaut de paiement, les gages obligataires govies sont plus liquides et monnayables plus facilement qu'une hypothèque sur une usine par exemple ou du matériel industriel. Les banquiers privilégient donc la spéculation sur le très court terme. Analysons la stratégie des marchés sur les obligations. Il y a 2 façons de gagner de l'argent avec une obligation. La première, c'est d'acheter une obligation, de la garder jusqu'à son terme. Par exemple, j'achète une obligation de 1000 € à taux fixe de 4% sur 10 ans. Au bout de 10 ans, je récupère les 1000 € initiaux, plus les intérêts de 40 € par an, c'est-à-dire 400 € sur 10 ans, soit un total de 1400 €.
La deuxième façon de gagner de l'argent avec une obligation, c'est d'anticiper à court terme une hausse du prix de celle-ci à cause de la baisse des taux. Reprenons notre exemple où j'achète une obligation de 1000 € à taux fixe de 4% sur 10 ans. Les taux baissent à 3% cette fois-ci. Les nouvelles obligations émises sont moins intéressantes que celles que je détiens. Donc le prix de mon obligation augmente. À la vente, je fais donc une plus-value. Si je me suis trompé dans mon anticipation et que le prix de mon obligation baisse du fait de la remontée des taux, que se passe-t-il si j'achète toujours la même obligation de 1000 € à taux fixe à 4% sur 10 ans et que les taux montent à 5%? Cette fois-ci, les nouvelles obligations émises sont plus intéressantes que celles que je détiens. Donc, le prix de mon obligation diminue. À la vente, j'essuie donc une perte. On touche du doigt le point sensible sur la détention à court terme d'obligations destinées à la revente. Les marchés financiers peuvent essuyer de lourdes pertes sur les obligations qu'ils détiennent en cas de hausse des taux d'intérêt. Pour éviter ces pertes, ils n'auront comme autre choix que de garder ces obligations jusqu'à leur terme. Mais les taux sur les obligations d'État françaises et allemandes sont passés en territoire négatif. En mars 2020, le rendement du Bund allemand était de moins 0,86%, sans compter l'inflation, même si elle est faible actuellement. Imaginons un achat en mars 2020 de 1000 € de titres obligataires avec un rendement de moins 1% sur 10 ans et une inflation de 1% par an sur 10 ans. Je vais perdre donc 10% sur les 1000 € dû au rendement et moins 10,5% sur l'inflation cumulée sur 10 ans. Donc une perte de moins 20,5% sur mes 1000 €, ce qui revient au bout de 10 ans, une récupération de 795 € sur les 1000 € que j'avais placés au départ il y a 10 ans. Conclusion. Les marchés financiers ne placent pas leur argent à long terme en essuyant des pertes. Ils spéculent à court terme sur une hausse du prix des obligations due à une baisse des taux d'intérêt, et ces obligations qu'ils détiennent, ils les vendent pour faire des plus-values. C'est un jeu très dangereux. Si les taux d'intérêt des nouvelles obligations émises remontent, le prix des obligations détenues va baisser. Cela engendrera pour le vendeur une perte sur ses obligations. Il a le choix de ne pas vendre et de garder ses obligations jusqu'à son terme. Mais s'il garde ses obligations jusqu'à son terme et que le taux d'inflation augmente sensiblement, alors il essuie là encore des pertes. Pour conclure, pour ne pas essuyer de pertes sur les titres obligataires détenus, les taux d'intérêt doivent perpétuellement baisser pour maintenir cette possibilité d'achat d'obligations destinées à la revente à très court terme pour faire des plus-values. Scénario 1, les taux baissent. Imaginons que les marchés financiers détiennent des anciens titres obligataires. Il y a une nouvelle émission de nouvelles obligations avec des titres obligataires moins intéressants que les anciens titres du fait de la baisse des taux. Les investisseurs vont acheter les anciens titres obligataires et les marchés financiers vont faire une plus-value sur la vente. En même temps, ils vont acheter des nouveaux titres obligataires pour anticiper, en anticipant une baisse du taux et donc une plus-value future sur la revente de ces nouveaux titres obligataires. En même temps, la BCE, par son quantitative easing, rachète des anciennes obligations d'État. Que se passe-t-il dans le cas d'une remontée des taux obligataires? Scénario 2. Les marchés financiers ont toujours les anciens titres obligataires en leur possession.
il y a émission d'une nouvelle obligation d'État, mais cette fois-ci, les taux montent. Donc les anciennes obligations sont moins intéressantes que les nouvelles qui ont été émises. Que va-t-il se passer? Les marchés financiers ne peuvent plus vendre les anciennes obligations, sinon ils perdraient de l'argent. Les investisseurs ne veulent pas des anciennes obligations. Ils préfèrent les nouvelles qui sont plus juteuses. La BCE va racheter ses anciens titres obligataires, mais les marchés financiers vont perdre de l'argent à la vente de ces anciens titres par rapport au prix d'achat initial. Pour résumer, par une remontée des taux, par l'inflation, on pourrait assister à un krach obligataire. Entrons dans le vif du sujet avec la présentation de la première solution de sortie de crise, le 100% monnaie. La solution 1, le 100% monnaie. Les banques commerciales doivent-elles disposer du pouvoir de créer de la monnaie? Étudions le système à réserve fractionnaire actuel et sa dangerosité. Voyons le cas d'une banque avec un capital qui a le droit de prêter une partie de celui-ci à M. Durand. M. Durand signe un contrat de prêt avec intérêt, une reconnaissance de dette, et son compte est crédité de la somme empruntée. En réalité, la banque ne prête pas son capital. Dès que vous déposez, disons, 1000 € à la banque, celle-ci, sous réserve d'une couverture de 10%, 100 € de réserve obligatoire, peut créer 900 € de monnaie à partir de rien et créditer le compte de M. Durand de ces 900 €. 900 € de monnaie créée à partir de rien sur le compte de M. Durand par la signature d'une reconnaissance de dette. Que se passe-t-il dans ce système fractionnaire lors de dépôts et de prêts successifs? Imaginons M. Durand qui dépose 1000 € à la banque. La banque doit garder 10% de réserve obligatoire et peut prêter 900 €. Ça tombe bien, Michel-Ange le peintre a besoin d'un prêt de 900 € pour acheter ses toiles et pinceaux. Il signe donc un contrat de prêt, une reconnaissance de dette, et cet argent est crédité sur son compte bancaire. Regardons le bilan monétaire de la banque lors de la première étape. La banque détient 100 € en réserve obligatoire, les 1000 € de départ plus les 900 € de prêt qui ont été accordés à Michel-Ange, donc un total de 1900 € de monnaie en circulation. Quand Michel-Ange dépose son argent à la banque garde 90 € de monnaie en réserve obligatoire et peut accorder un prêt de 810 €. Ça tombe bien, Jean-Paul le maçon a besoin de 810 €. Alors lui aussi va signer une reconnaissance de dette et cet argent va être déposé sur son compte. Regardons le bilan monétaire de la deuxième étape. Les réserves obligatoires de la banque sont de 100 plus 90, c'est-à-dire 190 €, et le total des dépôts bancaires est de 1000 plus 900 plus 810, c'est-à-dire 2710 € de monnaie en circulation. Jean-Paul va déposer cet argent à la banque. Une nouvelle fois, la banque va être obligée de garder 10% de cette somme en réserve obligatoire et peut accorder 729 € de prêt. Ça tombe bien car Sophie veut contracter un prêt, elle signe là aussi une reconnaissance de dette. Regardons le bilan monétaire de la banque. Au bout de la troisième étape, il y a 271 de réserves obligatoires pour un total des dépôts de 3439 €. Au bout de 3 étapes, il y a 4339 € de monnaie en circulation couvert par seulement 271 € de réserve à la banque. En cas de crise de confiance, cette absence de couverture des dépôts bancaires peut conduire à la faillite des banques commerciales. Effectivement, les déposants ne pourront récupérer que 271 € qui existent réellement à la banque par rapport au total de tous les dépôts des déposants de 3439 € à la troisième étape.
Nous venons de voir, dans l'exemple précédent, qu'une grande partie des dépôts bancaires ne sont pas couverts par de la monnaie sonnante et trébuchante. Le 100% monnaie, c'est l'idée de couvrir les dépôts des déposants par de la monnaie réelle. Autrement dit, tous les dépôts à vue bancaires sont couverts intégralement par de la monnaie sonnante et trébuchante. Cela revient à dire que si tout le monde retirait ses dépôts sur compte courant, la banque pourrait servir tous ses clients en monnaie sonnante et trébuchante, empêchant ainsi toute ruée bancaire. Tout compte bancaire serait couvert en totalité par de la monnaie à la banque. Ce serait gage de stabilité bancaire par des risques beaucoup plus limités d'insolvabilité et de faillite du système financier. En imposant cette mesure, les États, par l'intermédiaire de leur banque centrale ou de leur banque nationale, pourraient injecter de la monnaie dans les réserves obligatoires des banques pour que celles-ci passent d'environ 10% à la totalité des sommes sur les comptes courants des ménages, mais aussi des entreprises privées. Nous pouvons envisager deux scénarios. Le premier, avec des réserves obligatoires initiales de 10% pour les banques, et la partie bleue des dépôts non couverts, couverts dans le 100% monnaie par de la monnaie sonnante et trébuchante. Dans le deuxième scénario, on libère les 10% de réserves obligatoires initiales des banques commerciales et on comble en totalité les dépôts à vue des déposants par de la monnaie sonnante et trébuchante. Il ne s'agit pas d'une nationalisation des banques commerciales. Les banques commerciales auraient deux compartiments distincts. Les comptes courants à vue, couverts à 100% par de la monnaie sonnante et trébuchante, et les comptes d'investissement. Les prêts seraient possibles, mais seulement à partir des comptes d'investissement. Cela ne veut pas dire non plus interdire le crédit. Cela revient simplement à interdire de prêter l'argent des déposants des comptes à vue, couverts en totalité par de la monnaie. En fin de compte, le 100% monnaie, c'est l'abolition du privilège de création monétaire par les banques commerciales. La couverture intégrale des dépôts bancaires à vue par de la monnaie n'est pas un cadeau fait aux banques commerciales. La première possibilité serait l'échange de monnaie centrale contre l'achat d'actifs. Le renflouement monétaire de la totalité des dépôts à vue de la banque commerciale par la Banque centrale européenne ou par la Banque nationale s'échange contre des obligations d'État ou d'entreprises privées. Une commission d'émission monétaire, la CEM, serait créée avec pour mission d'émettre la monnaie nécessaire à la couverture intégrale des dépôts. Mais aussi, elle servirait à l'échange de monnaie contre obligations d'État ou d'entreprises privées. La monnaie centrale émise par la CEM couvrirait les dépôts des banques commerciales. En échange, des banques commerciales céderaient des obligations d'État et d'entreprises privées à la CEM. Un point très important, dans cet échange, il n'y a pas eu augmentation de la masse de monnaie en circulation, donc aucune inflation. Il existe une deuxième possibilité, le prêt avec intérêt contre monnaie centrale. Le renflouement monétaire de la totalité des dépôts à vue de la banque commerciale par la BCE ou par la Banque nationale s'échange contre la contraction de prêt des banques commerciales avec intérêt. La commission d'émission monétaire, la CEM, comble avec de la monnaie centrale les dépôts à vue non couverts des banques commerciales. En échange, les banques commerciales contractent des prêts, la CEM détient des titres de créance sur ces prêts accordés aux banques commerciales. Au fur et à mesure des remboursements, la CEM achète des obligations d'État détenues par les banques commerciales. Là encore, il n'y a pas eu d'augmentation de la masse monétaire en circulation. En fait, le 100% monnaie interdit aux banques commerciales la création de monnaie par le crédit. Le 100% monnaie a de nombreux avantages.
Pratiquement plus de panique bancaire et de ruée vers les banques commerciales en cas de crise de confiance du fait de la couverture intégrale des dépôts à vue des déposants. Beaucoup moins de faillites bancaires aussi. Plus besoin de courses aux liquidités pour garantir le ratio de réserve obligatoire comme avant, donc moins d'insolvabilité, donc moins de risques de faillite bancaire. Il n'y aurait plus d'ambiguïté quant à la propriété de la monnaie en banque. L'argent sur les comptes de dépôt à vue appartient légitimement aux déposants. L'argent sur les comptes d'investissement appartient, lui, à la banque pendant tout le temps où il est investi. Les grandes inflations et déflations disparaîtraient pour la bonne raison que les banques seraient privées de leur pouvoir actuel de création ou de destruction de monnaie sur les comptes des déposants par le crédit. Enfin, la dette du gouvernement serait substantiellement réduite. Les objections et craintes non fondées de la mise en place du système 100% monnaie. Voyons tout d'abord l'idée fausse que le système 100% monnaie serait inflationniste. Que ce soit par l'échange de monnaie centrale contre des obligations ou de monnaie centrale contre des prêts avec intérêt, il n'y a pas eu augmentation de la masse monétaire en circulation. Les dépôts existants, constitués de monnaie imaginaire, ont simplement été changés en dépôts, couverts en totalité avec de la véritable monnaie. La commission d'émission monétaire pourrait régler la quantité de monnaie en circulation. Elle pourrait augmenter cette quantité de monnaie en circulation en achetant des obligations d'État, en cas de risque déflationniste. Elle pourrait la diminuer en vendant des obligations d'État en cas de risque inflationniste. Son rôle serait de maintenir les prix et la valeur de la monnaie. La deuxième idée fausse serait que les prêts bancaires seraient plus difficiles à accorder. Les banques commerciales pourraient prêter leur propre capital, prêter l'argent qu'elles reçoivent de leurs clients et placer sur un compte d'épargne, un compte d'investissement. Elles pourraient aussi prêter l'argent du remboursement des mensualités des prêts en cours. Mise en place effective du 100% monnaie. Les contours de la loi et le statut de la commission d'émission monétaire. Article 1. Le gouvernement autorise la CEM à émettre une nouvelle quantité de monnaie et d'utiliser cette nouvelle quantité de monnaie pour acheter à toutes les banques commerciales détenant des comptes chèques suffisamment d'obligations d'État au titre de créance afin de fournir à ces banques une couverture intégrale en monnaie véritable pour l'ensemble des comptes chèques qu'elles détiennent. Article 2. La création monétaire par les banques commerciales est interdite. On ne peut pas utiliser la monnaie sur les comptes de dépôt à vue couverts intégralement pour octroyer des prêts et par voie de conséquence revenir au système fractionnaire. Les comptes de dépôt à vue et les comptes d'investissement sont cloisonnés. Tout substitut à la monnaie sur compte chèque est interdit et tout contournement de la loi à des fins de création monétaire est interdit également. Article 3. La commission d'émission monétaire sera dotée d'un logiciel de contrôle en temps réel de la couverture en monnaie de tous les comptes chèques de toutes les banques commerciales. Toute infraction au 100% de réserve obligatoire sur les comptes chèques par une banque commerciale conduira au blocage des opérations bancaires de cette banque tant que les comptes bancaires ne sont pas couverts intégralement par de la monnaie. Une amende d'un montant nettement supérieur au gain de la banque commerciale qui contourne la loi sera exigée. Article 4. Le gouvernement autorise la CEM, la commission d'émission monétaire, à gérer la masse monétaire en circulation pour qu'elle soit fixe par habitant ou pour maintenir un pouvoir d'achat fixe. Pour ce faire, elle a tout droit pour vendre des obligations ou des titres de créance en cas de trop forte augmentation de la masse monétaire, en cas d'inflation, ou elle a tout droit pour acheter des obligations en cas de contraction de la masse de monnaie, c'est-à-dire en cas de déflation. La transition, le passage du système actuel au système à couverture intégrale. Il sera d'une très grande simplicité dans sa mise en œuvre. Aucun impact sur les relations des banques commerciales avec leurs clients au niveau des opérations courantes et pour finir, aucune perturbation dans les flux financiers de l'économie. Estimation des ordres de grandeur de neutralisation de la dette publique en milliards d'euros.
Pour estimer les ordres de grandeur de neutralisation de la dette publique, il va falloir analyser le montant des dépôts à vue auxquels on peut ajouter les autres dépôts monétaires, ceux à préavis inférieur ou égal à 3 mois et ceux inférieurs ou égal à 2 ans. Pour chaque actif monétaire, plus ou moins liquide, on définit un intervalle, une estimation, une fourchette haute et basse en pourcentage de ce que pourrait être la quantité de monnaie nécessaire au basculement de ces actifs vers la commission d'émission monétaire. Voici les composants des liquidités transférables vers la commission d'émission monétaire. Les dépôts à vue, qui sont transférables à 100%, les dépôts à terme à maturité fixe inférieure ou égale à 2 ans, qui ont une fourchette estimative de monnaie nécessaire au transfert entre 20 et 30%, les dépôts à préavis inférieur ou égal à 3 mois, entre 20 et 40%, les prêts interbancaires de refinancement, entre 40 et 60%, et les SICAV monétaires, entre 40 et 60%. Sur cette base, estimons les ordres de grandeur de neutralisation de la dette publique en milliards d'euros à l'échelle européenne, puis à l'échelle de la France. Pour réaliser les calculs, nous allons nous appuyer sur les agrégats monétaires en zone euro et en France en 2018. Ce sont ces encours qui serviront de base de calcul dans les tableaux suivants. Estimons l'ordre de grandeur du montant en milliards d'euros de la couverture intégrale des dépôts à vue et assimilés transférables à la commission d'émission monétaire dans le cadre européen en 2018. Les dépôts à vue sont transférables intégralement, donc 7115 milliards d'euros. Les dépôts à terme à maturité fixe inférieure ou égale à 2 ans, pour la fourchette basse, représentent 20% de 1128 milliards d'euros, c'est-à-dire 225,6 milliards d'euros. Pour la fourchette haute, 30% de 1128 milliards d'euros, c'est-à-dire 338,4 milliards d'euros. Pour les dépôts à préavis inférieur ou égal à 3 mois, 20% de 2298 milliards d'euros, c'est-à-dire 452,6 milliards d'euros. Pour la fourchette haute, 40% de 2298 milliards d'euros, c'est-à-dire 919,2 milliards d'euros. Pour les prêts interbancaires, 40% de 75 milliards d'euros, c'est-à-dire 30 milliards d'euros, et pour la fourchette haute, 60% de 75 milliards d'euros, qui correspondent à 45 milliards d'euros. Pour les OPC monétaires et les titres de créance inférieurs à 2 ans, 40% de 596 milliards d'euros, c'est-à-dire 238,4 milliards d'euros, 60% de 596 milliards d'euros pour la fourchette haute de monnaie nécessaire au transfert de ces OPC monétaires et titres de créance, qui correspondent à un total de 357,6 milliards d'euros. Additionnons tout ça et nous trouvons, pour la fourchette basse de monnaie nécessaire au transfert, 7609 milliards d'euros. Pour la fourchette haute, 8775,2 milliards d'euros. Regardons la dette brute des administrations publiques des 28 membres de l'Union européenne en 2018. On obtient 12 762,272 milliards d'euros. Donc, quelle serait la neutralisation de la dette publique européenne pour la fourchette basse? Plus de 59%. 59% pour la fourchette basse de neutralisation de la dette publique européenne. Pour la fourchette haute, environ 69% de réduction de neutralisation de dette publique européenne. Estimons l'ordre de grandeur du montant en milliards d'euros de la couverture intégrale des dépôts à vue et assimilés qui sont transférables à la commission d'émission monétaire, et cette fois-ci au niveau national. Comme tout à l'heure, les dépôts à vue sont transférables à 100% pour un total de 1017 milliards d'euros. Les dépôts à terme à maturité fixe inférieure ou égale à 2 ans, entre 20 ou 30% de 114 milliards d'euros.
Donc pour la fourchette basse, 22,8 milliards d'euros et pour la fourchette haute, 34,2 milliards d'euros. Pour les dépôts à préavis inférieurs à 3 mois, cela représente 135,6 milliards d'euros pour la fourchette basse et 271,2 milliards d'euros pour la fourchette haute. Pour les prêts interbancaires, 8,8 milliards d'euros pour la fourchette basse, 13,2 milliards d'euros pour la fourchette haute. Pour les OPCM et les titres de créance inférieurs ou égal à 2 ans, 132 milliards d'euros pour la fourchette basse, 198 milliards d'euros pour la fourchette haute. Donc pour un total, un montant en milliards d'euros de la couverture intégrale possible pour la fourchette basse de 1316,2 milliards d'euros et pour la fourchette haute de 1533,6 milliards d'euros. Regardons la dette publique française. En 2018, elle est de 2301 milliards à peu près, environ. Donc, on pourrait neutraliser, pour la fourchette basse, plus de 57% de la dette publique française. Si on se place au niveau de la fourchette haute, plus de 66% de la dette publique, les 2/3. Regardons le fonctionnement du 100% monnaie dans le cadre européen. Tout d'abord, il y a émission de X milliards d'euros de monnaie centrale par la BCE ou par la CEM pour couvrir les comptes de dépôt à vue et assimilés. Au bilan de la CEM ou de la BCE, au niveau des actifs, il y a la monétisation des dépôts à vue et des assimilés non couverts. À son passif, la monnaie centrale due aux banques commerciales pour combler les dépôts à vue non couverts. Regardons maintenant le bilan des banques commerciales. À leur actif, les X milliards d'euros de monnaie centrale donnés par la CEM ou la BCE. À son passif, les X milliards d'euros d'obligations d'État cédées à la BCE. Ces X milliards d'euros d'obligations d'État seraient ensuite donnés aux États membres de la zone euro pour neutraliser une grande partie de leur dette publique nationale. Comment mettre en place le 100% monnaie dans le cadre national? Le fonctionnement serait quasiment identique au fonctionnement dans le cadre européen, à la seule différence que c'est la CEM, la Commission d'émission monétaire, qui gère l'émission de monnaie et l'échange contre des obligations d'État. La CEM émet X milliards d'euros de monnaie centrale pour couvrir les comptes de dépôt à vue et assimilés. Le bilan, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la CEM à son actif, la monétisation des dépôts à vue non couverts, à son passif, la monnaie centrale émise due aux banques commerciales pour combler les dépôts à vue non couverts. Le bilan des banques commerciales ne change pas par rapport à tout à l'heure dans le cadre européen. Il y a toujours à l'actif des banques les X milliards d'euros de monnaie centrale et à leur passif les X milliards d'obligations d'État cédées à la CEM. Ce n'est qu'un transit, ces X milliards d'euros d'obligations d'État iront à l'État français pour combler, pour neutraliser la dette publique. Comment convaincre les banques commerciales de l'utilité du passage au 100% monnaie? Tout d'abord, c'est un atout dans le sens où la course aux liquidités pour renforcer les réserves obligatoires est finie, puisque les comptes bancaires sont couverts intégralement par de la monnaie réelle. C'est donc pour le secteur bancaire une assurance contre le risque d'insolvabilité et d'illiquidité en cas de retrait massif des déposants. Mais cette garantie a un prix, la gestion gratuite des comptes des déposants par exemple. En cas de refus de certaines banques, on pourrait envisager un autre système avec une plateforme publique supra-bancaire de gestion des comptes courants de toutes les banques commerciales. Que se passerait-il en cas de refus d'une banque commerciale de rentrer dans le système? Autrement dit, comment faire pour faire entrer la banque commerciale dans les clous? Une loi promulguée par la Commission européenne en accord avec la BCE pourrait obliger les banques réticentes à appliquer le 100% monnaie.
La garantie de 100 000 € de l'État par personne et par établissement serait levée à toute banque commerciale ne voulant pas entrer dans le nouveau système. Il est clair qu'informés, les déposants de cette banque choisiraient une autre banque commerciale où leurs dépôts seraient sécurisés. Après ce bref aperçu du système 100% monnaie, intéressons-nous à une deuxième solution possible, la monnaie intermédiaire d'échange. L'idée d'utiliser une autre monnaie, en plus de l'euro, germe chez nos amis transalpins. Le gouvernement italien voudrait utiliser des mini-bots, un bon du trésor italien, une reconnaissance de dette en sorte. Il est vrai que l'État italien a une dette envers les entreprises privées, en particulier les retards de paiement de travaux effectués par le secteur privé dans le cadre des dépenses publiques. Les entreprises privées, quant à elles, ne veulent pas payer les impôts sans être préalablement payées pour leurs services. Le mini-bot serait donc la solution à cette situation de blocage. Par le phénomène de compensation des dettes, l'État aurait pu tout simplement payer la différence entre ce qu'elle devait aux entreprises, moins que ce que les entreprises lui devaient en impôts. Voici la dette de l'État envers les entreprises, les dettes des entreprises envers l'État, il faut que l'État paie la différence. Alors pourquoi, dans ce cas-là, introduire ces mini-bots? Pourquoi utiliser une reconnaissance de dette sous forme de mini-bots papier au lieu de compenser les dettes des deux parties? Les mini-bots constitueraient un moyen d'échange entre l'État italien et les entreprises privées. Mais le mini-bot est-il réellement ou serait-il réellement une monnaie? Ce ne serait pas un moyen d'échange entre entreprises privées. Il ne serait pas échangeable contre d'autres monnaies. En revanche, il aurait une parité de 1 pour 1 avec l'euro, et surtout, il serait accepté pour le paiement de l'impôt. Quelles sont les fonctions de la monnaie? Elle permet d'échanger. En tant que moyen d'échange, la monnaie est un bien intermédiaire pour vendre ou acheter quelque chose. Elle permet aussi de thésauriser. En tant que réserve, la monnaie permet de stocker de la richesse. Elle permet de mesurer. En tant qu'unité de mesure, la monnaie permet de mesurer les valeurs relatives des choses et des prix. Dans le cadre européen, il est clair que la Banque centrale européenne verrait d'un très mauvais œil la mise en circulation des mini-bots italiens. La Banque centrale européenne y verrait une étape intermédiaire de sortie de l'union monétaire, même si ces reconnaissances de dette ne sont utilisées pour l'instant que pour le paiement de l'impôt. Elle pourrait exercer des pressions sur le taux d'intérêt des obligations d'État en ralentissant ou en stoppant même ces achats de dettes souveraines italiennes. Le poids de la dette deviendrait insupportable et forcerait l'État italien à rentrer dans les clous. Ce serait un véritable bras de fer entre les institutions européennes et l'État italien. De son côté, l'État italien, après introduction de ces mini-bots, aurait des leviers importants d'émancipation par rapport à l'euro. En effet, l'État pourrait décider d'élargir le champ d'action des mini-bots en matière d'échanges commerciaux entre entreprises ou entre particuliers. De plus, l'État pourrait autoriser l'échange de ce mini-bots contre des euros. Le gouvernement italien sait bien qu'il peut émettre de la dette, même s'il n'a pas le contrôle de sa monnaie. La situation économique de la France. Le 15 avril 2020, le Premier ministre Édouard Philippe annonce un plan d'urgence de 110 milliards d'euros. Les recettes sont en nette baisse. Le gouvernement anticipe une perte de 42,7 milliards d'euros de recettes fiscales. Une baisse de 12,8 milliards d'euros sur les recettes issues de l'impôt sur les sociétés. Une baisse de 9,1 milliards d'euros sur les taxes sur la valeur ajoutée. Une baisse de 4,6 milliards d'euros des recettes de l'impôt sur le revenu et une baisse de 1,5 milliard d'euros de la taxe sur les carburants. Conséquence, le déficit public devrait augmenter finalement à 9% du PIB et la dette devrait atteindre 115% du produit intérieur brut. Résumons tout ceci.
Le déficit public sans la crise s'élève à 72,9 milliards d'euros. Les pertes de recettes fiscales dues à la crise sanitaire, 42,7 milliards d'euros. Les dépenses du plan d'urgence sanitaire, 110 milliards d'euros. Le déficit estimé est donc de 225,6 milliards d'euros. Comment financer ce déficit public colossal? Par l'émission de nouvelles obligations d'État ou par la contraction de prêts européens? Solution 2, la monnaie intermédiaire d'échange, le MI français. Depuis sa création en 1934, les PME suisses utilisent un circuit monétaire parallèle, le WIR. C'est à la fois un réseau, une monnaie et une banque. Pour mieux comprendre le système monétaire WIR, imaginons 3 PME ayant un compte WIR à la banque WIR. C'est la chambre de compensation qui gère les échanges de monnaie WIR entre les entreprises. Si la PME 1 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 2, la chambre de compensation crédite le compte de la PME 1 de 100 WIR et débite le compte de la PME 2 de 100 WIR. La PME 2 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 3. La chambre de compensation crédite le compte de la PME 2 de 100 WIR et débite le compte de la PME 3 de 100 WIR. La PME 3 vend pour 100 WIR de marchandises à la PME 1. La chambre de compensation crédite le compte de la PME 3 de 100 WIR et débite le compte de la PME 1 de 100 WIR. Nous voyons que la monnaie s'échange entre entreprises dans un circuit fermé. Il s'agit d'un réseau, d'une plateforme d'échange interentreprises. Pour régler une transaction, l'acheteur n'utilise pas en totalité sa trésorerie en francs suisses. Il préfère acheter une partie en WIR par des crédits accordés par les entreprises elles-mêmes. C'est un crédit mutuel. Les PME membres du réseau s'accordent mutuellement, par des crédits interentreprises, des dettes et des créances qui sont comptabilisées en WIR par la chambre de compensation. Mais, me direz-vous, le crédit interentreprise existe déjà. Oui, mais il n'y a pas d'obligation d'attendre 30 jours pour le paiement. Celui-ci est immédiat. De plus, le prêt est mutualisé entre l'acheteur et le vendeur. Quels sont les avantages du système WIR? Offrir une ligne de crédit supplémentaire, dynamiser les échanges au sein d'un nouveau réseau, réduire le besoin de trésorerie des entreprises en francs suisses. 2 points importants, les WIR ne sont pas convertibles en une autre monnaie, et ce sont les entreprises qui décident entre elles de la part de monnaie WIR dans les échanges commerciaux. Création d'un système monétaire complémentaire français. On pourrait adapter le système de crédit mutuel suisse WIR à la française. L'État a créé une plateforme numérique d'échange interentreprises à partir d'une nouvelle monnaie interne nommée MI, monnaie intermédiaire d'échange, avec une parité de 1 pour 1 avec l'euro. Une chambre de compensation gérerait les flux de créances ou de dettes entre les entreprises en temps réel. Sous forme de prêts sans intérêt accordés par l'État en MIE, chaque entreprise serait créditée d'un certain montant de MI à échanger sur la plateforme numérique. Pour les PME ayant des problèmes de trésorerie, ce système de monnaie intermédiaire MI serait un moyen de limiter ce risque. Le paiement partiel ou total en MI permettrait de soulager la trésorerie en euros des entreprises. Cette nouvelle ligne de crédit donnerait un bol d'air crucial en temps de crise sévère. De plus, la monnaie en circulation se faisant rare, des crédits bancaires sont plus difficiles à obtenir malgré la garantie actuelle de l'État français sur ces nouveaux prêts. D'autre part, ces prêts sont soumis à intérêt dans le système bancaire commercial classique. Le prêt en MI, lui, est sans intérêt, et l'entrée dans ce nouveau système est très facile, il suffit d'être membre du réseau. Quel est le rôle de la chambre de compensation et de régulation? S'il n'y a plus assez de monnaie MI utilisable par les PME pour les transactions commerciales, il suffit que les PME contractent un nouvel emprunt en MI.
Dans le cas contraire, s'il y a trop de monnaie mise par rapport aux transactions commerciales opérées, alors le remboursement des prêts en mis assèche la masse de monnaie mise en circulation. C'est l'État qui émet ces mis contre une reconnaissance de dette par la contraction de prêts sans intérêt par les PME. Ces mis ne sont qu'une écriture scripturale créditée sur le compte de la PME par l'intermédiaire de la chambre de compensation. Qu'est-ce que le mis? C'est un moyen d'échange interentreprises avec une parité de 1 pour 1 avec l'euro. Il n'est pas échangeable contre d'autres monnaies. Cette monnaie pourrait évoluer en incluant en plus des entreprises privées, les ménages dans son utilisation. Mais surtout, cette monnaie pourrait devenir un moyen de paiement des impôts. Le système monétaire intermédiaire d'échange mis en France. On va élargir son application en tant que moyen d'échange pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. On va considérer qu'il n'est pas échangeable contre d'autres monnaies. Il a une parité de 1 pour 1 avec l'euro, mais surtout, il est accepté pour le paiement de l'impôt. Inversons le raisonnement et considérons l'État reconnaissant une dette vis-à-vis de ses dépenses de fonctionnement. Les salaires des fonctionnaires, par exemple. L'État pourrait émettre des titres de créance en mis et payer une partie de ses dettes internes dans cette monnaie. Les fonctionnaires, par exemple, utiliseraient leurs mis dans une partie de leurs dépenses. Les mis ne pouvant pas être épargnés avec intérêt, ils s'en débarrasseraient en achetant des produits payés en partie en mis ou pour régler leurs impôts. Étudions les mécanismes de fonctionnement du système monétaire mis. L'État paierait une partie du salaire des fonctionnaires en mis sous forme de reconnaissance de dette. Des prêts en mis seraient accordés sans intérêt aux PME. La monnaie mis favoriserait les échanges commerciaux interentreprises et les échanges entre les fonctionnaires et les entreprises privées. Une partie des mis reviendrait à la chambre de compensation de l'État pour le remboursement des prêts des entreprises. Les fonctionnaires paieraient une partie de leurs impôts, divers directs et indirects, en mis. Avant le système de monnaie intermédiaire d'échange, en 2018, les dépenses publiques s'élevaient à 1318,5 milliards d'euros et les recettes fiscales à 1258,9 milliards d'euros. La France avait donc un déficit public de 59,6 milliards d'euros. L'État dépense pour le fonctionnement de ses institutions publiques, mais aussi pour les dépenses liées à des achats ou des commandes à des entreprises. Une partie de cet argent est récupérée par l'impôt. À la fin du cycle, il manque 59,6 milliards d'euros pour équilibrer le budget en 2018. Que se passerait-il avec l'utilisation du système de monnaie intermédiaire d'échange? Nous avons vu tout à l'heure que les dépenses publiques de l'État en 2018 étaient de 1318,5 milliards d'euros. Les recettes fiscales, quant à elles, étaient de 1258,9 milliards d'euros. Qu'il y avait donc un déficit public de 59,6 milliards d'euros avant le passage au système mis. Changeons les dépenses publiques de l'État en introduisant dans le calcul une somme de mis, en milliards de mis, qui correspond au déficit public de l'État en 2018. Donc, pour résumer, il y aura en dépenses publiques 1258,9 milliards d'euros plus ces 59,6 milliards de mis. Les recettes fiscales de l'État, après l'utilisation de ce système, seront de 1258,9 milliards d'euros. Regardons plus précisément le fonctionnement de ce système. Les dépenses publiques de 1258,9 milliards d'euros et la monnaie mis de 59,6 milliards de mis. L'État paiera pour le fonctionnement de ses institutions publiques en euros et paiera les entreprises pour les achats ou les commandes de fournitures
Une autre partie des dépenses sera effectuée en MI pour les achats et les dépenses aux entreprises. Une autre partie sera dépensée en MI pour les frais de fonctionnement des institutions publiques. Au niveau des recettes fiscales, l'État récupérera une somme en euros des entreprises privées et une somme en euros des ménages qui correspond à 1258,9 milliards d'euros. En fin de compte, l'État a dépensé 1258,9 milliards d'euros en euros et a obtenu en recette fiscale 1258,9 milliards d'euros. Le budget est donc à l'équilibre. La seule différence, c'est qu'il y a 59,6 milliards de MI qui restent en circuit fermé dans les échanges commerciaux entre les entreprises et entre les ménages et les entreprises. Revenons à notre système MI, mais cette fois-ci avec la possibilité de paiement d'une partie des impôts en MI. Nous avons vu tout à l'heure que les dépenses publiques de l'État étaient de 1318,5 milliards d'euros. Les recettes fiscales de 1258,9 milliards d'euros. Regardons en détail le fonctionnement de ce système avec la possibilité de paiement partiel des impôts en MI. Pour ces dépenses, l'État injecte 1258,9 milliards d'euros plus 59,6 milliards de MI, ce qui correspondent au déficit de l'État en 2018. L'État paie une grande partie de ses dépenses de fonctionnement des institutions publiques et les commandes aux entreprises en euros. Une petite partie, moins de 5% du montant des dépenses, est réglée en MI. Pour la collecte des impôts, l'État récupère les 1258,9 milliards d'euros, plus une partie de MI est mise, disons 25 milliards de MI. Il reste 34,6 milliards de MI qui restent en circuit fermé dans les échanges commerciaux. De plus, 25 milliards de MI restent eux aussi en circuit fermé pour le paiement des dépenses publiques. Conclusion. À la fin du circuit, le budget en euros est en équilibre de 1258,9 milliards d'euros. 34,6 milliards de MI de création monétaire injectée directement dans l'économie. Enfin, 25 milliards de MI en rotation entre dépenses et récupération de cet argent par l'impôt. Quels seraient les avantages de couplage de ces deux solutions, le 100% monnaie et l'introduction de la monnaie intermédiaire d'échange, dans le cadre européen? Étudions tout d'abord la solution 1, le 100% monnaie. Il y a l'émission de X milliards d'euros de monnaie centrale par la BCE ou par la CEM pour couvrir les comptes de dépôt à vue et assimilés en échange de titres d'obligations d'État. Maintenant, tous les dépôts à vue sont couverts intégralement par de la monnaie. Avantage numéro 1, les comptes courants des ménages et des entreprises sont sécurisés. Deuxième avantage, il y a moins de risques de faillite bancaire. En contrepartie, les banques commerciales rétrocèdent à la BCE ou à la CEM X milliards d'euros d'obligations d'État. La BCE ou la CEM rétrocèdent ces X milliards d'euros d'obligations aux pays de l'Union. Avantage numéro 3, une grande partie de la dette des États est neutralisée. Si nous couplons, en plus de la solution 1, la solution de monnaie intermédiaire d'échange, celle-ci favorise les échanges commerciaux inter-entreprises et les échanges commerciaux entre les ménages et les entreprises. Avantage numéro 4, le MI est une ligne de crédit supplémentaire pour les PME. Enfin, elle permet une réduction des déficits publics. Quelle serait la chronologie possible des événements à venir? L'élément déclencheur,
c'est la crise sanitaire du coronavirus. Première étape, chute des marchés boursiers. Bulle spéculative sur des classes d'actifs comme l'immobilier, les actions et les obligations. Taux d'endettement très élevé des entreprises et des ménages. Deuxième étape, les réponses sanitaires et financières des États, par des aides, et de la BCE, la Banque Centrale Européenne, par des quantitative easing et des plans de secours. L'Union européenne a prévu un plan de financement de 500 milliards d'euros des États pour l'octroi de prêts. Après le premier quantitative easing de 2600 milliards d'euros, la Banque Centrale Européenne lance un nouveau rachat d'obligations d'État de 1050 milliards d'euros. Enfin, l'État français débloque un plan d'urgence gouvernemental de 110 milliards d'euros. Étape numéro 3, la crise économique. Baisse de la production et du chiffre d'affaires des entreprises. Faillite probable de certaines d'entre elles, déjà fragilisées par les mouvements sociaux de 2019, ce qui conduit à un chômage de masse. Étape numéro 4, le creusement des déficits et l'endettement très sensible des États. La baisse des rentrées fiscales et la hausse des dépenses ont creusé substantiellement les déficits publics. La France, au même titre que des pays du Sud comme l'Espagne ou l'Italie, risque de voir leur taux obligataire s'envoler, malgré l'intervention probable de la Banque Centrale Européenne, et par conséquent, cela conduira à un creusement encore plus marqué de la dette publique. Étape numéro 5, la crise sociale et politique. Il se pourrait que l'État, déficit budgétaire abyssal oblige, décide des réformes de réduction des coûts, des augmentations des impôts, des baisses des allocations et des retraites. Des mouvements sociaux de grande ampleur ne sont pas à exclure. Le système politique pourrait être fragilisé. Étape numéro 6, deuxième temps de chute des marchés boursiers. Le marché boursier va anticiper la dégradation de la conjoncture économique, mais aussi le risque de défaut d'un État, de la zone euro, sans intervention massive de la Banque Centrale Européenne. Septième étape, la crise bancaire, la crise monétaire ou obligataire. En cas de remontée des taux obligataires, les banques commerciales peuvent essuyer des pertes colossales sur ces titres. D'autre part, les faillites d'entreprises fragilisent leur bilan, par défaut sur le remboursement des emprunts contractés. Étape suivante, réponse de la Banque Centrale Européenne, y aura-t-il un quantitative easing numéro 3? Le krach obligataire par la remontée des taux ou les pertes des banques commerciales sur les titres de dette d'entreprise pourrait obliger la Banque Centrale Européenne à une injection massive de liquidités pour renforcer les fonds propres des banques. Cela va entraîner, au meilleur des cas, une dévaluation de l'euro, ou au pire, une explosion de la monnaie européenne et de la Banque Centrale Européenne. Dernière étape, le scénario catastrophe, les faillites bancaires. En cas de déflation, les banques commerciales vont perdre de l'argent sur les titres de créance de crédit en cours des entreprises et des ménages. Avec une remontée des taux, par l'inflation ou par perte de confiance sur la dette des États, les banques commerciales perdront là aussi de l'argent par un krach obligataire. Pour éviter la faillite par insolvabilité, elles devront être sauvées par la Banque Centrale Européenne. Celle-ci pourra-t-elle prendre le risque d'une dévaluation sensible de l'euro ou de fonds propres insuffisants pour couvrir la nouvelle planification astronomique des QE3? Sans fonds propres suffisants, les États de la zone euro devront renflouer la BCE, mais le pourront-ils? Les pompiers Monemi et 100% monnaie au secours du système économique et financier. L'injection de Monemi dans le circuit économique pourrait atténuer, voire stopper la crise actuelle en favorisant les échanges commerciaux par l'octroi d'une nouvelle ligne de prêt aux entreprises en difficulté. On éviterait probablement une crise sociale et politique de grande ampleur. De plus, la monnaie émise, comme nous l'avons vu précédemment, permettrait de réduire les déficits publics. Le 100% monnaie, quant à lui, éviterait une crise bancaire en couvrant intégralement les dépôts à vue
des déposants. Plus besoin de refinancement massif pour couvrir les dépôts, donc plus besoin de quantitative easing de la BCE. De plus, le risque de faillite bancaire serait très réduit. Voyons l'action du 100% monnaie dans le cas du scénario inflationniste. En cas d'inflation, les taux obligataires augmentent. Cela conduit donc à une perte sur la valeur de ces obligations détenues. Ça peut conduire à un krach obligataire, donc des pertes bancaires et un manque de liquidité et un besoin urgent d'augmenter les réserves obligatoires de couverture des dépôts. Cela peut conduire à une insolvabilité bancaire et donc à une défaillance systémique du système bancaire. L'action du 100% monnaie dans ce contexte. Par le rachat d'obligations, d'États et d'entreprises, on pourrait neutraliser une partie de la dette. D'autre part, la couverture intégrale des dépôts bancaires éviterait le risque de bank run. Voyons maintenant les actions couplées du 100% monnaie et de la monnaie intermédiaire d'échange en cas de déflation. La première étape du scénario déflationniste, c'est une crise économique et des faillites d'entreprises, suivie d'une baisse ou de pertes sur les créances bancaires. Une réduction des prêts accordés aux entreprises, suivie d'une contraction de la masse de monnaie en circulation. S'ensuit un manque de liquidité, une insolvabilité possible des banques commerciales et une crise systémique. Quelle est l'action de la monnaie émise dans ce circuit déflationniste? Tout d'abord, la monnaie émise serait une nouvelle ligne de crédit sans intérêt accordée aux entreprises en difficulté. De plus, la monnaie émise permettrait l'augmentation de la masse de monnaie en circulation et dégèlerait les échanges commerciaux. Le 100% monnaie, quant à lui, permettrait de couvrir intégralement les dépôts bancaires. Plus de risque de bank run. Le 100% monnaie pour mettre de l'ordre dans le système bancaire. Cette course infernale aux besoins de liquidité bancaire pour sécuriser les réserves obligatoires est la cause majeure de dysfonctionnement du système. Les banques manquent de liquidité pour couvrir le ratio de réserves obligatoires. Elles n'ont pas de vision à long terme de financement des entreprises, ce n'est pas assez rentable et les risques sont très importants. Elles préfèrent spéculer à court terme sur des obligations d'État avec de faibles risques tant que les taux baissent. Le 100% en monnaie couvre intégralement les dépôts, sous deux conditions: la séparation des comptes de dépôt et d'investissement, avec une couverture contre la cession d'obligations d'État des banques commerciales.